Oggi Presidente di l'esecutivo, signore e signore consiglieri e consigliere esecutivi, signore e signori i consiglieri dell'Assemblea, cari colleghi, allora oggi a rappresentazione democratica corsa s'adunisce per la prima volta l'aggressione e la morte di Ivan Colonna. Come la duetta stamane di un mese, siamo a tempo commossi da morte tragica di Ivan Colonna e impitati di no a una grisa politica maggiore, marcata da una mobilizzazione popolare tremenda, in particolare di gioventù. La visite du ministre Darmanin, dépêché en urgence dans un contexte électoral très particulier, souligne combien l'État a pris la mesure de l'onde de choc provoquée par cet assassinat. Un premier échange a eu lieu le 16 mars. Une première prise d'acte aussi avec le rapprochement programmé des prisonniers politiques. Cette première rencontre n'a pas été le moment historique espéré par certains, le moment qui permet de passer du conflit au dialogue, puis à la construction d'une solution viable. Très objectivement, et soyons honnêtes, ce ne pouvait être le cas le 16, le 17 ou le 18 mars dernier. Par contre, tout le monde a exprimé le souhait de sortir d'un cycle de méconnaissance, de non-reconnaissance et d'incompréhension de nos attentes et de nos espoirs, et a exprimé aussi le souhait d'entamer un nouveau cycle de relations apaisées, constructives, visant à définir une nouvelle place et de nouvelles compétences institutionnelles pour notre île, définition, bien évidemment, où nous devons être pleinement impliqués. Deux questions se posent alors à nous, Assemblée de Corse, Conseil exécutif évidemment, garant des intérêts matériels et moraux du peuple corse, peuple qui attend aussi des réponses de notre part. La première question, comment allons-nous sortir du cycle présent? La deuxième, comment allons-nous construire le prochain? Concernant la première question, elle revient à se demander comment tourner la page sans rien oublier du passé, mais, pour reprendre quelque peu la pensée de Barbara Cassin, en retirant, je cite, à la haine son éternité. Il convient de choisir le moment où il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, un moment qui n'est pas encore celui de la paix, mais un moment où la logique de la confrontation doit céder le pas à la réconciliation, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, dans l'interview que vous avez donnée, mais aussi à la négociation. Et ce moment ne peut pas être le moment de crise, parce que la crise, c'est un point de retournement d'un cycle qui est consécutif à un choc qui engendre un phénomène de décompensation, de dépression, selon le secteur dans lequel et le point de vue que l'on adopte, pendant lequel s'exprime une contestation. Le contexte de crise ne permet pas de discerner dans le fracas quelles sont les solutions possibles, ne permet pas de reconnaître l'autre à la fois comme différent mais aussi comme partenaire, ne permet pas d'accepter la persistance de ces différences, tout en engageant un premier langage commun de réconciliation. Et à mon sens, mais c'est un avis personnel, s'il doit y avoir un préalable et un seul, il faut provoquer ce moment, permettre cette synchronicité, ce que les Grecs appelaient le kairos. Et c'est une urgence. C'est une urgence. La deuxième question, comment construire le prochain cycle? D'abord, il faut des signes, il faut des gestes. Un signe a été donné le 16 mars dernier, un signe d'ouverture, le rapprochement des prisonniers politiques.
Un signe de transparence, certes, qui est une promesse encore, avec un engagement de révéler toute la vérité et œuvrer pour que justice soit rendue pour Ivan Colonna. Et ce matin encore, lorsque j'écoutais Marie-Paule Branca avec sa question orale, proposant la sacralisation de la journée du 21 mars pour la reconnaissance du droit des prisonniers politiques, pour la reconnaissance des droits humains, il y a effectivement des gestes et des gestes symboliques à mettre en œuvre. Et la réponse positive du président de l'exécutif va dans ce sens également. Alors bien sûr, il faut être vigilant dans le contexte de période électorale que nous connaissons, vigilant vis-à-vis des promesses qui sont faites. Il faut être vigilant aussi dans le charivari de déferlement médiatique, mais aussi de déferlement sur les réseaux sociaux, qui souvent irritent les esprits, parasitent les réflexions et rend les échanges sincères inaudibles. Ensuite, il faut commencer par reconnaître nos différences et nos divergences. On ne peut pas les passer sous le tapis, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. J'entends depuis plusieurs jours parler de fossés qui se creusent, de distances, de logiciels différents que nous aurions dans l'appréhension des problèmes. Il faut que nous posions nos mots, que nous les pesons, car la surenchère sémantique peut être tout aussi dévastatrice que certains actes. Alors des différences. Oui, il y a des différences et c'est bien la richesse des sociétés humaines que d'intégrer la diversité, qu'elle soit sociale, culturelle, linguistique, bien sûr. Nous vivons, nous, une diversité linguistique et culturelle, je l'ai déjà évoqué lors de mon dernier discours, ce n'est pas une nouveauté. Est-ce un problème d'identité? Je ne le crois pas, mais nous aurons à débattre de cela aussi. Pas que d'aspect juridique. Avant de parler de l'article de la Constitution, avant de parler de l'alinéa, il faudra bien que nous parlions aussi de cette question d'identité qui n'est pas un tabou, et d'autant moins un tabou que nous vivons, nous, une identité plurielle, une identité que je qualifierais d'additive et non pas soustractive, et une identité qui est inclusive. Et surtout, une identité qui n'enlève rien à personne. Et nier en préalable ces débats, voire ces évidences, conduit à établir par principe qu'il n'y a pas de peuple corse, qu'il n'y a pas de langue corse. Et cela ne permettra pas de progresser dans l'échange. Au moment où le ministre, à la suite de cette rencontre du 16, 17 et 18 mars dernier, au moment où le ministre et le président du Conseil exécutif souhaitent amorcer, avec d'autres bien sûr, l'ouverture d'un nouveau cycle de relations, donnons-nous collectivement cette chance, la chance de pouvoir nous exprimer sur tout, sans posture, sans tabou. Alors, de notre côté, nous, nationalistes, bien sûr, je m'adresse à l'ensemble des nationalistes, mais je m'adresse aussi à l'ensemble de l'hémicycle. Nous tous, élus de cette Assemblée, devons faire notre part de chemin. Ce chemin, il consiste à travailler. Travailler encore et avant tout, travailler à un consensus sur le contenu de l'autonomie, en définir les objectifs, les modalités, le calendrier. Et nous avons beaucoup de travail. Alors, des choses ont été faites, notamment dans le cadre de la commission des compétences législatives et les réglementaires et de l'évolution statutaire sous la présidence de Romain Colonna. Et nous avons déjà bien progressé sur un certain nombre de dimensions de l'autonomie, mais il y a encore beaucoup de travail. Nous devons nous accorder entre nous, au préalable, au travers d'une convergence programmatique pour proposer notre conception de l'autonomie. Une autonomie qui ne sera pas un artifice ou un fétiche, mais un outil en plus à penser en dynamique,
qui répond aujourd'hui, mais aussi dans le futur, concrètement, aux besoins de la population corse, que ce soit de la reconnaissance du peuple corse, de la langue, bien sûr, jusqu'à la cherté de la vie dans une économie insulaire, en passant par la menace environnementale et la question du foncier. Alors, notre argumentaire, mais aussi celui de l'État, doit être logique, méthodique, transparent. Il devra, encore une fois, être purgé des tabous, des non-dits, des comparaisons fallacieuses, des intérêts évidemment particuliers, des dogmatismes, des lignes rouges arbitraires qui limitent inutilement les discussions. Enfin, il faudra poser les termes des négociations très clairement avec nos interlocuteurs du gouvernement et nous entendre de manière intelligible sur le sens des mots et le sens des actes. On ne peut pas envisager que là, et au moment où se joue l'avenir de la Corse et celui de la jeunesse, les uns et les autres sortent des réunions de travail sans avoir compris la même chose, ou dire ne pas avoir compris la même chose. Et il convient de parler une même langue, d'utiliser les mêmes mots, et les poser des mots sur les choses, c'est important, et être en capacité surtout d'expliquer à la population, aux Corses, aux non-Corses, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, d'expliquer ce que nous voulons et ce qu'est l'autonomie et faire de la pédagogie. Je pense sincèrement que de notre côté, représentants démocratiques du peuple, légitimés par les Corses à travers le suffrage universel, nous devons dire si oui ou non nous sommes ouverts au dialogue et aux négociations. Je considère que les Corses nous ont élus pour cela. Je l'ai dit lors de mon discours au moment de mon élection le 1er juillet dernier. Nous avons leur mandat pour mener cette négociation politique pour l'autonomie. Et chacun devra s'exprimer clairement sur ce sujet. Je me permets de vous rappeler que c'est avec la création de cette assemblée, il y a 40 ans, le 2 mars, par un malheureux hasard de date, de calendrier, mais c'était il y a 40 ans, qu'a commencé le cheminement pour la reconnaissance des particularités, de la singularité de la Corse. Et c'est au travers de ce Parlement, de cette Assemblée, que les Corses sont représentés et décident de leur avenir. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Je vais vous dire mieux, nous n'avons même pas le choix. Nous avons un devoir de réussite pour nos enfants, pour ceux qui naîtront ici, de parents venus d'ailleurs, pour tous ces enfants qui doivent pouvoir choisir de vivre sur cette terre, choisir d'en partir, choisir de parler le corse comme le français. Et pour cela, il faut leur reconnaître des droits singuliers qui existent quand même dans d'autres territoires européens, dans d'autres endroits en France, notamment en Outre-mer. Muduti un duere riescida, per Astoria, per Ubo Bulu, e per chi sacrifici di nostri patrioti non siano vani.